Enfin, on faisait de l'import, on faisait de l'export, on importait des bornes d'arcade. Alors à l'époque, c'était les jeux de danse. Je sais pas si tu situes, tu sais les jeux où tu dansais, Dance Revolution, etc. Et tous les jeux de Ouais, musique. Donc c'était alors j'avais monté une salle d'arcade, mais c'était le genre de truc Guitar Hero, un peu ce genre de... alors évidemment ça passe par des phases multiples. Alors, je vais pas m'y attarder ici, je pense, parce que sinon on n'en finirait pas, parce que on a dû pivoter 3 ou 4 fois avant d'arriver sur le concept final. Mais le concept final, c'était de copier un petit peu Ticket Resto, en disant bah voilà, nous on va livrer que des entreprises où le lunch est payé par l'entreprise. Et les employés, eux, vont avoir une petite application, ils vont pouvoir choisir ce qu'ils veulent manger à midi. Là, boum, qu'est-ce qui arrive? Évidemment, Covid, on l'avait pas vu venir. Il nous prend un petit peu comme ça par défaut. Je me rappelle, au début, on se dit, on sait rien, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, on commence à perdre des contrats, on nous dit, ah là, faut qu'on arrête, là, machin. Ah, la décision charnière, je pense, ça a vraiment été pour nous, ça a vraiment été de quitter la Thaïlande et de venir se réinstaller en France. Il y a vraiment eu ça, et ça a aussi été déclenché par les enfants. Il faut absolument que votre business, peu importe ce que ça soit, c'est qu'il résout un problème. Il faut que la personne en face elle ait un problème. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de business. Ça, je pense que ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment très important. BlockTech is the only white-label software in the world offering fractional real estate crowdfunding with a royalties-based model. BlockTech allows you to convert every client in your database into investors. Set the minimum amount you want and let your clients acquire fractions of real estate properties. They earn rental yields, monthly, quarterly, or annually, while you generate commissions continuously as clients invest in property shares every day. Our royalty-based model is fully automated, ensuring effortless revenue growth and seamless operations. Elevate your business with BlockTech's innovative solutions, the future of real estate investment. Book a demo now and start generating commissions every day with our revolutionary platform. Bonjour à tous, je suis Grégory Brenig et aujourd'hui je reçois Samuel Coiset dans Business Légende. Bienvenue à toi Samuel dans le podcast. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravi de t'avoir. Alors je le précise toujours, on se connaît pas, on vient juste de se rencontrer à l'instant, n'est-ce pas? Et je le précise parce que en fait parfois ça peut donner lors des interviews que je fais, ça peut donner un axe un peu biaisé parfois. Donc voilà, donc tu confirmes, on se connaît pas, on s'est jamais rencontrés, n'est-ce pas? On s'est jamais rencontrés, on s'est jamais parlé. Tu m'as simplement invité sur ce podcast. Et voilà. Et j'ai Exactement. Exactement. Donc, je vais expliquer rapidement. Donc, Business Légende, c'est un podcast qui retrace les histoires personnelles et professionnelles de ceux qui, à leur manière, ont marqué leur domaine. Ici, on parle pas uniquement de réussite, mais on parle de parcours, de choix de vie, de moments de doute, des prises de risques, d'échecs même parfois, de véritables tournants décisifs. Que tu sois entrepreneur, investisseur, créateur, salarié ou indépendant d'ailleurs, si tu es passé par des moments forts qui t'ont transformé, alors tu as une légende à raconter. Pendant une trentaine de minutes, on va remonter le fil de ton histoire, on va parler de ton enfance, de tes débuts, de ce qui t'a construit, des étapes clés, des défis. Et bien sûr de ce qui t'anime aujourd'hui. Le but, c'est d'inspirer, de partager sans filtre et de montrer en fait l'envers du décor de ceux qui font bouger les lignes. Alors encore une fois, Samuel, merci d'avoir accepté notre invitation. On est là pour raconter du coup ta légende. Et pour démarrer, comme on le fait toujours dans ce podcast, dans Business Légende, en fait, je vais te laisser la parole avec cette première question. Est-ce que tu peux te présenter comme si tu te présentais à quelqu'un que tu n'as jamais rencontré? donc merci Grégory. Donc je suis Samuel Coiset.
J'ai un parcours très atypique. Je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard. J'ai été expatrié pendant un peu plus d'une quinzaine d'années. Aujourd'hui, je suis revenu en France. Cela fait un an et je travaille dans l'immobilier pour la société, l'agence immobilière Magret Sons, qui est une agence très haut de gamme sur Saint-Tropez et sur toute la côte, tout le littoral de Monaco, à Cannes, à Saint-Tropez. Donc voilà, ça va être vraiment un parcours que je vais devoir te raconter parce que pour en arriver là, ces 20 dernières années, j'ai beaucoup bougé, j'ai fait pas mal de choses. J'étais quasiment 98% de ma vie, 99% de ma vie dans l'entrepreneuriat. Donc, je continue à l'être parce qu'en étant agent commercial pour une agence, bah, ça reste, on est encore indépendant. On doit tout faire par nous-mêmes. On doit travailler par nous-mêmes. On doit se mettre nos buts, nos targets. Donc, je continue de le faire, Ouais, ouais. mais voilà. Ok, ok. Bah du coup, c'est hyper intéressant. Et du coup, t'es marié, t'as des enfants parce que tu dis que t'as été expatrié du coup pendant des années, etc. C'est intéressant de savoir comment ça se passe la vie de famille. T'as réussi à construire aussi une vie de famille? Alors effectivement, donc j'ai 46 ans, donc voilà, j'essaie de rester jeune dans ma tête, mais j'ai déjà 46 ans. Donc effectivement, je suis marié, j'ai deux enfants, petites, 5 et 6 ans. Ouais. Donc effectivement, les différentes situations familiales mènent à différentes vies. Et aussi, c'est aussi une raison pour laquelle je suis rentré en France, parce que donc expatrié avec des enfants, voilà, ça peut être dans une très très grande ville. Bangkok, voilà, pour pas la nommer, ça devenait compliqué et on a voulu revenir à quelque chose d'un peu plus nature, d'un peu plus voilà, d'être un peu plus voilà tourné vers l'extérieur et d'avoir un meilleur lifestyle qu'une grande ville. Donc c'est la raison pour laquelle on est revenu en France également. J'ai compris. Donc effectivement, aujourd'hui, combiner un travail d'entrepreneuriat avec aussi une famille, bah, c'est un vrai défi parce qu'on n'a pas envie de louper les moments importants avec ses enfants et en même temps, on doit être Ouais. toujours au boulot. Donc c'est sûr que c'est un défi. J'ai compris, j'ai compris. Ok, c'est hyper intéressant. Bah, du coup, on va retracer un petit peu ton parcours depuis le début. On va reprendre un petit peu le fil au point de départ. Toi, enfin, tu es aujourd'hui dans la région de Saint-Tropez, du sud de la France. Tu as grandi dans cette région-là? Enfin, tu viens Non, d'où originalement, au départ? originalement, en fait, je suis du Nord-Est, de la région Messine. En fait, j'ai travaillé au tout début, donc à 22, 23 ans, j'ai commencé à travailler dans cette région-là. J'étais Ouais. commercial pour une société d'informatique et ça a pas duré longtemps, ça a duré 2, 3 ans et la société était très bien, Alors du coup, mais j'avais déjà envie. pour comprendre un tout petit peu ton Et, parcours, je voudrais revenir un tout petit peu plus en arrière. Donc toi, tu as grandi dans la région nord-est de la France, c'est ça? oui, c'est Et, ça. et du coup, tu as fait quel type d'études? Quel genre d'élève tu étais à l'école? Est-ce que tu étais plutôt bon élève, moins bon élève? Quel type de direction? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes aussi qui nous écoutent. Et tu vois, c'est ça qui est Mhm, intéressant dans ces interviews, parce qu'on va comprendre qui tu es aujourd'hui, ce que tu fais, voilà, tu es dans l'immobilier, etc. Mais tu vois, tu pars d'un truc pas du tout dans l'immobilier, et c'est ça qui est important pour les jeunes d'aujourd'hui de comprendre, c'est qu'il n'y a rien qui est fermé. Et donc c'est ça qu'on veut montrer aujourd'hui en retraçant les parcours de nos invités. Donc du coup, c'est intéressant de savoir euh, quelle voie tu avais prise déjà d'un point de vue scolaire. j'ai des études de marketing et de sales, donc ça, je suis quand même toujours resté un petit peu là-dessus. Enfin, ça a toujours été Ok, quand même voilà, la colonne vertébrale en fait de tout ce que j'ai fait pendant ces 15 dernières années. Ça a toujours été du marketing et de la vente. Mais après, par contre, c'est passé par oui, par pas mal de différents secteurs d'activité et différentes choses. Et comme je disais, donc j'ai travaillé pendant quelques années, mais tout de suite j'ai voulu créer ma propre boîte, ma propre société. Et à quel j'ai âge? monté une. Oh, j'étais jeune, je devais avoir 25 ans, 25, 26 ans.
Ok. Et j'ai créé une salle de jeu en fait. Enfin, on faisait de l'import, on faisait de l'export, on importait des bornes d'arcade. Alors à l'époque, c'était les jeux de danse. Je sais pas si tu situes, tu sais les jeux où tu dansais, Dance Dance Revolution, etc. Et tous les jeux de musique. Ouais. Donc c'était alors j'avais monté une salle d'arcade, mais C'était le genre de truc Guitar Hero, un peu ce genre voilà, Guitar de Hero, bah, on choses-là. l'avait, voilà, on était un des seuls en France à l'avoir. On avait Guitar Hero, on avait Ah, les j'ai Drum adoré. Station, enfin bon, les danses. Donc moi, j'avais déjà compris que pour faire un business, il fallait quand même se concentrer sur une niche. Ça, je l'avais compris quand même assez tôt. Et donc du coup, on avait choisi notre niche. On s'était dit les jeux musicaux. Voilà, les jeux musicaux, c'est notre truc. Donc tout ce qui est guitare, batterie, eh ben on les avait. Et puis voilà, Génial. on avait des consoles de jeux. On permettait aux jeunes justement qui étaient au lycée juste à côté. On avait deux trois écoles aux alentours de venir se détendre Ouais. quand ils avaient une heure ou etc. pour voilà pour s'amuser. Et j'ai gardé cette société-là pendant 4 ans, je pense. Et je l'ai Ok. vendue à ce moment-là, vraiment pour des raisons de un petit peu de ras-le-bol, on va dire. Euh, bon, ça va être assez cliché, mais ça va être un peu un ras-le-bol du pays, des taxes, etc., etc. Je comprenais pas trop, je pense à l'époque aussi, pourquoi on devait payer autant de taxes et pourquoi on me laissait pas en fait travailler. À l'époque, il y avait le RSI qui nous prenait énormément. Voilà, on devait payer énormément Exact. de RSI pour la sécurité sociale. Ouais. Et bon, j'avais l'impression de travailler pour l'État et je comprenais pas. Et donc du coup, ça m'a poussé à arrêter l'activité. Ça m'a carrément même poussé de France. Et je me suis dit, je vais partir, je vais aller voir ailleurs. Donc quand je suis parti, je devais avoir 29 ans. J'ai vendu ma boîte dans la région nord-est, à Metz. Ouais. Et je suis parti en Asie. Je me suis dit, je vais faire un tour d'Asie. J'ai atterri à Bangkok. Et puis après, classique, quand on arrive à Bangkok, en général, on a du mal à partir ailleurs. Donc, j'ai évidemment quand même rayonné dans toute l'Asie du Sud-Est, mais Bangkok est toujours resté ma base, est Ok. toujours resté donc voilà, donc en réalité en France, en tant que salarié, j'ai dû travailler maximum que 3 4 ans, quoi. C'était mon maxi. Ouais. Après tout le reste derrière, ça a vraiment été que de l'entrepreneuriat. C'est vrai que dans un, en poste de salarié, j'ai toujours l'impression d'être limité par mon salaire. Alors, ce qui est évidemment du confort, mais pour moi, ce qui me donne des limitations, et je me suis toujours dit, j'ai encore pas réussi, hein, mais je me suis toujours dit que je vais pouvoir gagner beaucoup plus qu'un salarié et, en travaillant pour moi-même. Donc je continue à penser ça et c'est pour ça que je continue dans l'entrepreneuriat également. Donc Ok. voilà, donc Ok. 30 ans, Intéressant. Et voilà, 30 ans, j'arrive ok. fraîchement Donc du en coup, ouais. T'arrives en Thaïlande, à Bangkok, c'est ok. Et donc du coup, donc t'as un petit pécule, j'imagine, parce que voilà, t'as vendu ta boîte en France. Et donc t'arrives à exactement. Bangkok, et donc là, je suppose que t'es célibataire à ce moment-là, t'es seul, quoi. T'es Voilà, mobile, exactement. tu voyages un peu, etc. Et donc à Bangkok, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je me donne un an, voilà, j'ai 30 ans, je me donne un an tranquille, voilà, pour profiter un petit peu. Et puis, au bout d'un an, rapidement, bah, je commence à m'ennuyer, quoi, hein, clairement. Euh, je me dis, voilà, je commence à rencontrer des gens, et puis il y a des business qui se présentent à moi. Alors des choses qui sont complètement, voilà, que j'avais jamais fait avant. Genre par exemple vendre des uniformes pour des écoles. Donc aller sourcer des uniformes voilà, dans les usines de textiles thaïlandaises pour les revendre dans des écoles à La Réunion, etc. Voilà, je trouve des petits business comme ça. Et puis après, je commence à rentrer tout doucement C'est quoi? dans le monde des C'est startups. c'est sur des opportunités comme ça que tu trouves un peu par hasard au fil des rencontres? Vraiment. Ouais, au fil Ouais. de rencontres, opportunistes, en rencontrant quelqu'un, en discutant, ah, t'as besoin de quelqu'un sur place, bah voilà, je peux t'aider, tu cherches ça, bah ok, bah je vais t'aider. Voilà, donc vraiment de manière très simple.
Euh, voilà. À base de rencontres. De toute façon, tout fonctionne à base de rencontres, de networking. Donc, il y a beaucoup de soirées. Voilà, dans les grandes villes comme ça, il y a des soirées, business, des apéros, des after-work. Il faut être présent, il faut se montrer, il faut discuter. Puis en rencontrant du monde, on y arrive tout doucement. On fait un petit peu son trou. Ça prend du temps, hein, forcément. C'est pas du jour au lendemain, mais on fait son trou, on rencontre du monde. Et puis voilà, on va dire, on saute d'opportunité en opportunité, vraiment. Ouais. Et, euh, et voilà, donc je fais ces trucs-là. Ah oui, j'ouvre aussi également une pizzeria aussi à Bangkok. Ah, waouh. Ok. Ça me fait toujours encore rigoler parce que c'est vrai qu'à l'époque, à ce moment-là, donc c'était il y a 20 ans presque, il y a, ouais, il y a presque 20 ans, il y a 15 ans on va dire, il y avait très peu de pizza et j'ouvre Allo Pizza, donc en plus un clin d'œil à France. Et c'est vrai que j'ai fait ça aussi pendant, je pense 2 ans. Ok. C'était très Waouh. difficile parce qu'il fallait gérer voilà toute une équipe de Thaïlandais. On connaît pas encore le langage, on connaît pas forcément les cultures, Ah donc oui, parce que c'était assez tu as compliqué. appris à parler? Tu as appris à parler Ah ouais, le thaï? j'ai dû apprendre à parler le thaï de toute façon obligatoirement dans un pays comme ça qui parle très peu anglais en plus. On est quasiment obligé de parler thaï au moins un minimum quoi. Je vais Ouais, pas dire que je bien suis sûr. 100%. En, Voilà. ouais, en plus, tu travailles en local. C'est-à-dire que c'est pas que tu bosses dans une boîte à l'international où tout se passe en anglais. Là, Alors tu fais un petit truc de j'ai restauration. eu Tu es après. obligé d'être en Voilà. local. Voilà, exactement. Donc j'ai eu après, mais là, on est vraiment dans mes 5 premières années, un peu d'expatriation. Donc là, c'est vraiment touche à tout, quoi, hein. Ouais, c'est la Donc voilà, j'ai débrouille. fait ça. C'est vraiment de la débrouille. T'es ouvert à tout, tu tâtes un petit peu tout, C'est cool. voilà, tu testes. Donc voilà. Donc ça, vraiment, c'est mes cinq premières années. Donc après, je commence à rentrer tout doucement dans le monde des startups à travers une toute Ouais. petite startup qui imitait en fait Groupon, le site Groupon en Europe, originaire de Chicago, le site de deal Groupon, et voilà qui s'appelait TikTok Thai, hein. Et donc voilà, c'est deux entrepreneurs, je les rencontre aussi pareil en after work et je me mets à être leur sales en fait pour aller chercher des deals. Voilà, on n'était que trois, c'était une très petite structure. Le but c'était d'être là avant Groupon pour éventuellement se faire racheter par Groupon par la suite, etc. Donc c'est ma première expérience vraiment en start-up. Ouais. Je trouve ça super intéressant. On pousse ce bébé-là pendant un an et demi, je pense. Et Ok. finalement, ils avaient quand même bien senti la chose parce que les acteurs internationaux de ce business-là, donc qui sont Groupon et qui étaient Living Social, ces deux acteurs-là s'intéressent à la Thaïlande et veulent rentrer en Thaïlande. Malheureusement, ils l'ont fait par eux-mêmes et ils n'ont pas racheté Ah cette oui. petite start-up-là. Donc, le travail qui avait été fait dans cette start-up-là n'avait pas abouti pour le rachat, mais en tout cas, ils avaient quand même bien senti la chose. Et, Ouais. et Groupon et enfin, au départ, c'était Living Social. Donc, Living Social vient s'installer en Thaïlande et du coup, je me fais débaucher aussi par Living Social. Donc, du coup, je me retrouve Ah voilà ouais. d'une petite start-up à une start-up d'ampleur internationale. Et je continue mon travail de sales dans cette start-up. À la suite, c'est Groupon qui vient s'installer en Thaïlande. Donc, je me fais aussi débaucher par Groupon. Donc, je repars chez Groupon après mon expérience chez Living Social. Donc, j'ai fait les deux. J'étais vraiment le spécialiste du deal hein, à Bangkok, hein. Tout le monde me connaissait. Ah Dès qu'il me ouais. voyait, il savait que je voulais prendre un discount, hein. Il le savait. Donc, je passe aussi chez Living Social. Donc, évidemment, j'ai été sales, après sales directeur. Je finis country manager avec Groupon. L'histoire se Mhm. termine il y a une petite dizaine d'années parce que simplement, malgré tous les efforts qu'on avait fait au niveau commercial, ils étaient énormes parce qu'on avait multiplié les chiffres par 3, etc. Donc on avait quand même bien bien bossé. Malgré tout, c'est une décision internationale. Ils arrêtent toute l'Asie du Sud-Est et ils décident de fermer tous les pays. La Thaïlande, Ok. les Philippines, tous les pays d'Asie du Sud-Est. Donc du coup, je me retrouve de nouveau sans rien.
après avoir fait une belle ascension quand même dans l'univers des startups. Et puis à ce moment-là, donc c'était il y a 8 ans, on se dit avec ma femme, tiens, on avait ce truc à Groupon où on avait ce Friday lunch là, tous les vendredis. On avait le lunch qui était Ouais. offert par l'entreprise. Et on se dit, tiens, on avait ce truc-là, mais c'est vrai qu'à chaque fois, c'était des pizzas, enfin, c'était toujours la même chose, c'était pas très intéressant, et la société dépensait beaucoup d'argent pour faire ce Friday lunch, et il y avait toujours, tu sais, des restes, parce qu'ils commandaient 15 pizzas, peu importe le nombre de personnes qui étaient au bureau, quoi. Donc on part D'accord. de cette réflexion-là. Donc là, du coup, donc là, je venais de rencontrer c'est vrai que j'ai oublié cette partie personnelle. Et du coup, j'avais rencontré donc ma future femme à ce moment-là, donc ma femme actuelle. Donc je l'ai rencontrée donc à Groupon, donc voilà, dans mon Ah ouais, dernier job. On s'était rencontrés voilà ok. chez Groupon, et donc du coup, la boîte ferme et on est ensemble. On n'est encore pas mariés, mais on est ensemble. Et puis on se dit Ok. voilà, on avait ce truc-là, ce lunch. Et puis on se dit tiens, ça serait bien de faire du catering, quoi, des solutions d'entreprise pour les repas à midi. Et puis on se met à créer notre propre start-up. Alors évidemment, ça passe par des phases multiples. Alors, je vais pas m'y attarder ici, je pense, parce que sinon on n'en finirait pas, parce que on a dû pivoter 3 ou 4 fois avant d'arriver sur le concept final. Mais le concept final, c'était de copier un petit peu Ticket Resto, en disant, bah voilà, nous on va livrer que des entreprises où le lunch est payé par l'entreprise. Et les employés, eux, vont avoir une petite application et vont pouvoir choisir ce qu'ils veulent manger à midi. Donc on lançait, nous, des nouveaux menus tous les jours à 14 heures, avec une quarantaine de sélections. Les employés avaient jusqu'à minuit pour cliquer sur ce qu'ils voulaient manger le lendemain. Et donc évidemment, c'était payé par l'entreprise. Et nous, on le livrait à l'entreprise. Donc le lendemain, toujours à Waouh. l'heure, parce que du coup, on avait nos commandes qui étaient consolidées à minuit la veille. Donc on était toujours dans les temps, et on livrait avant midi. Donc on avait un concept vraiment Waouh. très intéressant que je trouve. C'est un truc de fou quand même parce que ça demande quand même beaucoup de logistique et en plus, il y avait une application. Alors il y avait une C'est application, en incroyable. réalité c'était un chatbot. C'était un chatbot qui Ok, tournait sur une application de messagerie un peu comme WhatsApp. Une application de d'accord. messagerie qui s'appelle Line en Asie. Ouais, C'est comme WhatsApp, et on envoyait à travers voilà l'application simplement des fiches avec un carrousel en fait. Et il y avait un petit bouton en dessous pour cliquer je commande. Donc c'était un chatbot. d'accord. Comme ça permettait à tout le monde dans l'entreprise, ceux qui étaient les managers qui avaient éventuellement des smartphones, mais aussi les employés ou des ouvriers qui n'avaient pas forcément de smartphone, ou des voilà ou Ouais, de excellent. gros téléphones, de pouvoir commander. Donc il n'y avait pas de discrimination. Même les femmes de ménage voilà, pouvaient commander aussi, parce que Line, c'est vraiment le truc que tout le monde a, quoi. C'est vraiment comme WhatsApp, hein. Ouais, Tout le monde a Line. La communication se passe toujours sur cette application de messagerie. Donc voilà, on a cette idée de lancer cette startup qu'on a appelée Kinkao. Kinkao en thaï, qui veut dire manger, tout simplement. Donc c'était ok. vraiment c'était straight to the point. C'était voilà, Kinkao, manger. Et on lance cette appli, donc maintenant il y a 8 ans, il y a 8 9 ans. Et donc après plusieurs pivots, parce que voilà, comme je disais tout à l'heure, on a pivoté une paire de Ouais. fois, startup style. On commence avec une cuisine, mais on se retrouve très vite débordé. On se rend compte que les gens, ils veulent pas manger toujours la même chose, donc du coup la cuisine ça fonctionne pas. On change de la cuisine, on passe à une approche multi-vendeur. Donc on commence après à faire de l'onboarding en fait de différents vendeurs. Donc on se retrouve au bout de quelques temps à avoir, on avait 450 vendeurs, donc on avait vraiment une variété de repas qui était incroyable. Et on arrive à faire, donc là je parle avant Covid, parce qu'évidemment Covid ça va être encore un autre tournant dans cette histoire-là. On arrive avant Covid à monter jusqu'à 3300, 3400 lunch par jour. Donc Waouh. on se retrouve avec quelque chose voilà qu'il faut pousser. On lève des fonds évidemment Ah aussi. ouais. On a levé des fonds, levé Bravo, hein. presque 200 000 $.
Donc on a cette levée de fonds, on a cette traction, on lève des fonds quand on faisait peut-être 400 ou 500, 3, non, je crois 3 ou 400, 300 ou 400 lunch par jour. On lève des fonds près 150 000 $ au début. On arrive à faire 3000 lunchs par jour. Donc on fait un fois 20 quoi, non pas un fois 20, fois 10 de ce qu'on faisait. Mais après avec tout ce que ça comporte, donc c'est-à-dire qu'il faut commencer à embaucher, il faut structurer toutes les opérations parce que du coup ça monte très très vite et donc il faut tout structurer à l'aide de la tech. Donc j'avais un support tech aussi qui était vraiment excellent. Donc avec la tech, on pousse, on y arrive, on envoie, donc 3200, 3300, 3400 lunchs par jour. On commence à être bon, on prépare une nouvelle levée de fonds un peu plus sérieuse cette fois-ci parce qu'on parle de 1 à 2 millions de dollars pour pouvoir continuer à pousser, avoir plus de hubs pour gérer ces opérations. Et là, boum, qu'est-ce qui arrive? Évidemment, Covid. Covid. On l'avait pas vu venir. Il nous prend un petit peu comme ça par défaut. Et je me rappelle, au début, on se dit, bon, c'est rien, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. On commence à perdre des contrats. On nous dit, ah, là, faut qu'on arrête, là, machin. Là, ils vont devoir travailler de la maison. Donc, on va pas pouvoir livrer, etc. Et là, je me rappelle du truc qui s'effondre petit à petit. Et en même temps, je pense qu'on réalisait pas parce qu'on était vraiment dans le truc où on se disait, c'est bon, ça va, c'est pas grave. Dans une Ça semaine, va se c'est fini. réouvrir. Dans un Ça mois, va c'est fini. repartir. Ouais. Ça va repartir. On pensait pas, on voyait pas ça aussi long. Et on garde notre staff, on garde tout parce que trouver du staff en plus en Thaïlande, c'est compliqué parce qu'il faut quand même trouver des gens, Ouais. Faut voilà, les qui former sont, aussi. faut les former, il faut y trouver les bonnes Ah, bien sûr. personnes. On se fait confiance. Et nous, on garde notre staff. Alors erreur, pas erreur, j'en sais rien. En tout cas, on garde tout le monde. Mais on les garde pendant 6 mois, 7 mois. On avait déjà une payroll qui était qui avait déjà pas mal grossi. Et là, du coup, au bout d'un moment, on a attendu vraiment le dernier moment. On a dit là, je pense que là, on va pas y arriver. Hein. Et là, on commence à lâcher tous nos staffs, donc les sales, le marketing, les techs, etc. On lâche tout le monde d'un coup quasiment quoi. Et puis Covid continue en plus, donc ça s'arrête toujours pas. On commence vraiment à s'écrouler, donc on repart, on faisait 3500 lunch par jour, on descend à 300 quoi. 300, 350 lunch par jour, donc là on se retrouve, c'est compliqué. Nous en même temps, entre temps, avec ma femme, bon, on a fait des enfants, ils sont à l'école, mais ils vont plus à l'école. L'école coûte beaucoup d'argent parce qu'on est en Thaïlande, tout est privé. Donc on commence à se dire c'est compliqué. Là il y a le Covid, on va garder la boîte en sommeil et puis on va retourner en France 1 an, le temps que ça aille mieux quoi. Donc c'est là où on a commencé à mettre un pied dans la France. Enfin, pour ma femme c'est la première fois qu'elle venait en France et puis moi c'était mon premier retour quoi, 15 ans plus tard. Et puis finalement on commence à accrocher finalement de nouveau ce style de vie. Voilà, les restos, le temps qui est quand même, les saisons. C'est bête, mais c'est des choses qui peuvent manquer quand on habite dans un climat Donc, tropical attends, toute l'année. je te coupe une seconde, juste pour qu'on recadre un peu le truc. Donc, finalement, Ouais. Covid dure. Cette Ouais. entreprise, donc, Kinkao, tu te dis, laisse tomber, on passe à autre chose, c'est ça? Non, pas encore, pas à ce Et, moment-là. Pas à ce moment-là. ah non, donc tu retournes en France On retourne en France juste en pour se disant, mettre à l'abri. Exactement. j'ai compris. Ok, donc pendant le Covid, tu te dis, on va faire un break, on part en France. Voilà, on part 1 an. On part 1 an en France juste D'accord. pour ça. Moi, j'ai plus les écoles à payer, j'ai plus machin, je peux scolariser mes enfants parce que en France, c'était ouvert, ça venait de réouvrir en fait parce que l'Asie a eu 2 ans de retard sur le Covid. Donc la France venait de réouvrir, on se dit on va rester en France pendant 1 an, ça va permettre de scolariser les enfants et on retournera en Thaïlande. J'ai compris. Finalement, au bout d'1 an, on voit que ça repart toujours pas. On se dit bon, on va attendre, on va refaire encore 1 an en France, toujours de manière temporaire. J'avais encore tout en Thaïlande. J'ai Et compris. après, donc au bout de cette 2e année, on retourne en Thaïlande. On se dit allez, on est reparti, là le Covid c'est terminé, on va relancer cette machine, on va tout relancer, on va aller retrouver des fonds. On va relancer cette machine qui était magnifique, qui tournait vraiment bien.
et on va relancer, on va chercher des fonds et on va s'y remettre. Et puis finalement, ma recherche de fonds n'a jamais abouti. Je pense que la France, quelque part, quand on est tourné en Thaïlande, ça nous manquait. On s'est dit, tiens, c'est peut-être plus notre mode de vie, c'est peut-être plus vraiment ce qu'on recherche. Après, finalement, avoir passé ces 2 ans en France, on s'est dit, bah finalement, on y est bien, c'est vrai, on y est vraiment bien. La situation avait changé, j'étais plus tout seul, j'étais plus célibataire, voilà, j'avais une femme, j'avais des enfants. Donc, bah finalement, on cherche quand même des fonds, on y croit, mais on se donne 6 mois et au bout de 6 mois, on se dit, ça va pas le faire. On va retourner en France, ça nous manque, c'est ce qu'on veut faire. On se dit, allez, on reprend encore des risques, on lâche tout en Thaïlande, on revend appartement, on essaye de vendre la société aussi, mais elle fait pas assez de revenus, elle fait plus rien, on gagne rien depuis un an, enfin depuis même plus qu'un an. On gagne plus rien, donc on se dit, allez, on essaye de vendre, on essaye. On me fait des promesses, on m'écrit des trucs, on me dit machin. Au final, à chaque fois, il y a tout qui tombe à l'eau. On est en Asie, il n'y a pas vraiment de protection. Il y a un mec qui te dit, il te rachète, mais si au final, il te paye pas ou qu'il te rachète pas, bah finalement, il se passe rien et tu peux rien faire. Donc c'est là où l'histoire thaïlandaise se termine. Et c'est là où on se dit, bah, on retourne en France et puis voilà. Donc ça nous amène à l'année En quelle dernière. année en quelle année en quelle année? Donc on est venu s'installer de manière définitive en France que depuis un an. Ça fait qu'un an qu'on est installé de manière définitive. Et donc en passant par ces 3 ans qui étaient un petit peu, voilà, on est resté 2 ans en France, mais on est reparti en Thaïlande. Là maintenant on est installé, on y reste. Donc voilà, conclusion un peu de tout ça, c'est que voilà, à chaque fois il faut toujours se réinventer. À chaque fois il a fallu toujours pousser. On n'a jamais abandonné sur notre boîte. On n'a jamais baissé les bras. On s'est juste à un moment retrouvé. Il fallait être réaliste. Il fallait se dire que voilà, on avait perdu cette traction. On était 5 ans plus tard, où déjà le monde et voilà l'accès aux fonds d'investissement, etc. est complètement différent. On s'est dit là, on va pas y arriver. Il faut faire un choix. Et le choix est dur parce que t'as une boîte quand même pendant 7 ans, 8 ans qui a marché, t'y crois, tu sais que le concept il est génial, tu aides des milliers de personnes tous les jours à manger, tu vois, c'est fun quoi, ils avaient leur application, et tu te dis c'était un truc vraiment cool, mais t'es obligé de tout arrêter, et voilà, il va falloir faire le choix de tout Ouais, arrêter. ouais, je comprends, je comprends. Et du coup, aujourd'hui, donc ça fait un an que tu es revenu en France avec donc femme et enfant. Donc, si j'ai bien compris, tu t'es installé dans le sud de la France et tu travailles dans l'immobilier aujourd'hui. Comment t'es arrivé Voilà. à ça? Est-ce que tu travailles c'est ta boîte? Alors non, c'est pas ma boîte, c'est pas l'intention du tout d'avoir ma propre boîte. En réalité, encore une fois, c'est toujours un peu compliqué à chaque fois ce qui se passe, mais je suis rentré à travers une société suisse qui s'appelle Prime Auction et qui a l'idée de mettre des biens immobiliers aux enchères quand ceux-ci sont vraiment exceptionnels, que voilà qu'il n'y a pas ouais, donc des biens très haut de gamme, soit qu'ils soient exceptionnels, soit que la vente traîne un petit peu sur le marché et qu'il faut redynamiser cette vente. Donc voilà, soit du très rare, soit des ventes qu'il faut redynamiser. Et donc j'ai commencé avec cette boîte-là l'année dernière. Donc dès que je suis revenu en France, on était déjà en contact quand j'étais en Thaïlande et Ok, on s'était bien entendu. Et donc j'ai eu cette expérience-là avec eux pendant un an. Ce concept, c'est le concept de Concierge Auction, qui est la société américaine, voilà, qui fait ses ventes immobilières aux enchères. Ça fonctionne très bien aux ok, États-Unis, dans toute l'Europe du Nord. En France, c'est vraiment juste le début. C'est un bon concept, c'est un bon système, surtout sur des biens qui sont haut de gamme où il est très difficile en fait de leur mettre un prix. ouais, Mais par contre, je repartais sur quelque chose qui était en B2B2B où je sentais aussi que j'avais pas trop de contrôle. Donc je de travailler avec les agences immobilières moi-même pour aller chercher des biens. Donc finalement j'avais du contrôle quasiment sur rien parce que que ce soit mes acheteurs ou mes vendeurs passaient par des intermédiaires. bien sûr. Et je me suis dit où ça sur du long terme
je le sens pas trop. Et par contre, j'adore l'immobilier. J'en faisais déjà même en Thaïlande. Hein. Voilà, c'est vraiment un domaine que j'adore. Et je me suis dit, je préférais quand même peut-être avoir un peu plus la main sur tout. Et donc du coup d'être agent immobilier. Et j'ai choisi évidemment un des partenaires avec lesquels je travaillais, qui pour moi était le plus solide et le plus efficace dans les stratégies, dans les ventes, dans l'image. Et c'est pour ça que j'ai choisi de travailler avec McGrain Sons, parce que c'était vraiment ceux qui m'avaient le plus plu, on va dire, quand je travaillais avec ces agences en tant que partenaire. Et ils m'ont fait Ouais. confiance et ils m'ont donné un nouveau secteur, donc qui est le secteur Var Ouest, donc qui est tout nouveau pour Maghré, qui est le secteur en plus que j'apprécie, car quand j'étais rentré en France pendant ces 2 petites années, j'étais descendu du côté de Toulon, Toulon et sa région, et c'est une région qui me plaisait beaucoup. Et donc j'ai la chance de pouvoir reprendre cette région que j'ai vraiment dans le cœur Génial. pour Maghré. Et donc ça m'a tout de suite, quand ils m'ont proposé ça a tiqué tout de suite. J'ai dit je vais retourner du côté de Toulon où vraiment j'aime la vie là-bas. Et du coup je vais reprendre Ok. j'ai un vrai challenge avec une vraie opportunité de développer un nouveau secteur. Donc j'ai fait banco. Et je me remets encore à défi et je me remets encore un challenge sur le dos, quoi. Eh ben, c'est génial, c'est hyper inspirant. Ton histoire, elle est hyper inspirante, elle est géniale. Et du coup, ça m'amène à cette question que je pose un peu à la fin du récit de l'histoire à chaque invité. Et du coup, la question, c'est quel est le moment charnière, que ce soit personnel ou professionnel d'ailleurs, qui a tout changé pour toi et qui t'a mis sur cette voie dans laquelle tu es aujourd'hui. Et je pense que tu es très heureux sur cette voie-là aujourd'hui. C'est quoi la décision ou le moment un peu charnière qui change, qui fait basculer ta vie pour qu'elle arrive là où tu es aujourd'hui? Ah, la décision charnière, je pense, ça a vraiment été pour nous, ça a vraiment été de quitter la Thaïlande et de venir se réinstaller en France. Donc il y a vraiment eu ça, et ça a aussi été déclenché par les enfants. Donc je vais encore faire une réponse un petit peu bateau, mais c'est vrai que avoir des enfants et passer en vie de famille, bah ça change quand même tout. Parce que voilà, encore une fois, on est entrepreneur, on veut donner 100%, enfin 500% de nous-mêmes tout le temps, mais en même temps, on n'a pas envie de louper des moments charnières. Donc, Ah, bien je sûr. sais pas, le spectacle de fin d'année, la kermesse, voilà, des activités avec les enfants, ça reste au final quand même ce qui est le plus important. Et Ouais. du coup, c'est vraiment ça qui est le vrai changement dans la vie. Donc, je pense que c'est clair, en entrepreneuriat, il faut vraiment y aller à fond, à fond, à fond, à fond, tant qu'on n'a pas d'enfants, parce on peut vraiment faire tout ce qu'on veut, on n'a vraiment aucune limite. Mais c'est vrai qu'après, quand on est en famille, et que surtout on n'a pas envie de louper une goutte, Bien bah du sûr. coup, ça devient un petit peu compliqué. Mais encore une fois, on y arrive, hein. On arrive à combiner les deux. On se fait, voilà, dans l'entrepreneuriat, la chance, c'est qu'on se fait ses horaires. On va pouvoir peut-être Bien arrêter sûr. de bosser à 17h et reprendre à 19h ou à 20h quand les Exact. petits sont au lit. Ça me dérange pas d'avoir bossé jusque minuit derrière. Mais au moins, comme ça, j'ai peut-être mon Exact. 17-19 où je vais pouvoir être avec les enfants. Donc, Exact. l'avantage dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on peut toujours gérer son temps comme on veut. Et puis faire, voilà, profiter par rapport à ses priorités. Hein. Moi, ça va être ça, mais d'autres, ça va être peut-être autre chose. Hein. Je sais pas. Hein. Bien sûr, bien Mais, sûr. Bien sûr, bien sûr, bien mais, sûr. mais Non, non, voilà, mais voilà, en la tout famille, cas. c'est vrai que c'est important. Écoute, merci beaucoup pour ce partage, c'était vachement puissant. On va passer à une séquence qu'on adore dans Business Legend. C'est les petites questions qu'on pose aux invités. C'est des questions très rapides. En fait, donc voilà, pour commencer, la première question, ça serait quel est l'outil ou l'application dont tu ne pourrais plus te passer aujourd'hui au quotidien? Ça peut être un outil, une application mobile, un truc digital, Alors, analogique, peu importe. Alors ça c'est très intéressant parce que quand j'avais commencé ma première expérience avec, donc comme je disais tout à l'heure avec Prime Auction, donc ces fameuses enchères, j'utilisais un CRM qui s'appelait HubSpot que je trouvais très Ouais, bien, très efficace. Par contre, du coup, maintenant que je suis en position d'agent immobilier, donc où là il faut que je gère vraiment plus des dossiers, des notes, des choses comme ça. J'ai créé dès le début, hein, parce que j'adore avoir mes propres process et j'adore, voilà, je suis
j'aime bien voilà que tout soit bien carré que ça soit une feuille Excel ou peu importe, mais j'ai besoin d'avoir un support. Et là, du coup, en tant qu'agent immobilier, j'ai créé tout de suite un compte sur Notion et j'adore Notion. Je trouve que c'est vraiment une base de données très simple à mettre en place. Ça me permet de voilà d'avoir une base de données, mais sous forme d'un tableau Excel, et en même temps d'aller voilà de pouvoir aller retirer toutes les informations avec différentes vues suivant le moment en fait. Si je suis dans la prospection, si j'ai déjà eu un meeting, si mon mandat est déjà signé, si j'ai des visites, etc. Donc évidemment on Ok, a nos outils waouh. immobiliers, hein. Mais Ah, c'est Notion cool. pour la prospection, je trouve ça vraiment vraiment très pertinent, et en tout cas c'est l'outil que j'ai choisi et il me convient parfaitement. Ok, génial. Bah, je connaissais pas. Du coup, franchement, tu m'as donné envie d'aller le découvrir. Ah ouais, une base de données de Euh, manière très simple. ok, ok, bah, je vais aller voir. Je vais aller voir. Maintenant, je te propose une petite série de petites questions rapides. Tu réponds du tac au tac, un peu sans trop réfléchir, tu vois, spontanément. Première question. En fait, la meilleure décision que tu jamais prise de ta vie. Être entrepreneur. Ok. Même si pour l'instant, Une j'ai pas chose. encore réussi, être entrepreneur. Ah, quand même, t'as bien réussi, hein. Franchement, t'as fait une Oui, première boîte que mais t'as vendue, puis après t'as remonté une grosse boîte, t'as levé des fonds, etc. Non, non, attends, tu rigoles. Franchement, je suis encore, je suis y a encore, pas à rougir. non, mais T'as je suis pas à encore dans rougir, les, je te le tu dis. sais, je suis encore dans le manège, tu sais. Ouais, mais Up, attends, down. c'est pas fini, hein. La vie, C'est pas elle est fini. pas finie, et tu sais bien tu sais bien parce que tu l'as vécu. Tout s'enclenche très vite. Dès que t'es sur un truc, paf, ça peut s'enclencher assez rapidement. C'est Deuxième vrai, c'est vrai. question, une chose que tu aurais aimé savoir plus tôt dans ta vie. J'aurais aimé av- avoir l'accès à des personnes qui avaient déjà eu une expérience réussie dans l'entrepreneuriat plus tôt. J'aurais aimé être inspiré par plus de gens, avoir des mentors, hein, plus de mentors, voilà, plus tôt. J'en ai eu évidemment plus tard, mais j'aurais aimé les avoir plus tôt. Ok, ok, intéressant. Et alors, dernière question, juste, si tu pouvais te parler à toi en tant qu'enfant, genre il y a 25 ans, 30 ans, à l'âge de 10, 12 ans, qu'est-ce que tu te dirais comme conseil? Comme conseil, c'est compliqué comme question ça. C'est une bonne question ça. Je me dirais bah, qu'il faut pas abandonner, qu'il faut rien lâcher, hein. C'est le nerf de la guerre. Il faut rien lâcher. Faut rien Il lâcher, faut rien, c'est vrai. ouais, Ouais, mais pour rien tout le lâcher monde d'ailleurs, vraiment. hein. C'est pas que pour les entrepreneurs d'ailleurs. Même quand on est dans un moment compliqué dans une entreprise, c'est la même chose quoi. Il faut aller au bout des choses. Il faut rien lâcher. Et vraiment, voilà. Après, même quand on est employé, on peut changer de job, on peut trouver un autre job, etc. Mais vraiment, faut jamais se dire que c'est fini quoi. Et Non, même c'est bien. j'ai envie de te dire C'est vrai. même plus encore avec Grégory, hein. C'est que même aussi avec la famille, avec sa conjointe ou sa femme, etc. Il faut rien lâcher non plus. Il faut pas abandonner. Il faut voilà, il faut prendre son temps. Il faut toujours essayer de faire un petit step back pour essayer de relativiser. Il faut surtout pas abandonner quoi. Le but c'est vraiment de ne pas abandonner, même en famille quoi, même avec son épouse ou sa conjointe. Je pense que c'est important aussi quoi. Absolument. Mm. Absolument, absolument. Écoute, pour terminer ce moment un peu plus introspectif, du coup, je vais te poser deux dernières questions. Quel serait ton conseil aujourd'hui pour influencer, disons positivement, des jeunes qui veulent se lancer en tant qu'entrepreneur? Et la deuxième question, je vais te poser tout de suite la deuxième question. Hein. Et pour toi aujourd'hui, quelle est ta propre définition du succès? Donc déjà pour la première question, déjà la première question en fait, c'est quand on veut se lancer, déjà il faut se lancer. Franchement, des excuses de machin, de on n'a pas la tech, on n'a pas les cartes de visite, on n'a pas machin, on n'a pas truc. Franchement, une carte de visite, on prend un morceau de papier, on écrit son nom dessus, on la donne ou on fait un airdrop de son contact quand on rencontre les clients. On n'a pas besoin. Il faut pas se trouver d'excuses en fait. Je pense que quand on veut se lancer, il faut simplement se lancer avec ce qu'on a. C'est vachement important parce que moi je connais pas un seul business qui s'est lancé sans avoir pivoté. Franchement, c'est impossible.
c'est impossible d'avoir tout de suite enfin, c'est impossible. Ça va être très rare, on va dire, d'avoir tout de suite la bonne idée. Forcément, le business, il va pivoter et dépenser, je sais pas moi, même 10 000 euros, 15 000 euros dès le départ pour valider une idée, c'est ridicule. On peut certainement le faire avec un Google Sheet ou on peut le faire avec euh, d'autres outils qui sont gratuits et qui vont permettre de ne pas investir. Donc déjà, c'est ça, je pense. Le premier truc pour se lancer, il faut simplement se lancer. Il faut Et pas se est-ce trouver que je d'excuses. peux te demander quelque chose parce que t'as une vision assez internationale de par ton expérience. Est-ce que tu penses pas que les Français sont un peu trop enfants gâtés sur ces sujets-là? Parce que tu as parlé de, il faut pas dépenser 10 000 euros pour valider une idée ou faut pas se trouver d'excuses. Est-ce que tu penses pas que à l'étranger, ils ont une façon de faire les choses beaucoup plus, ils sont beaucoup plus ouverts d'esprit et beaucoup plus, disons, débrouillards, on va dire. Oh, oui, oui, clairement, hein, clairement, clairement, à l'étranger, celui qui a une idée, il y va, il fonce. Je veux dire, j'ai un cercle d'amis, ils se retrouvent dans des métiers qu'ils n'ont jamais fait avant, ils s'improvisent ci, ils s'improvisent ça. Après, à partir du moment où ils sont bons et qu'ils peuvent le faire, après, ça se structure automatiquement par la suite. Mais au départ, comme moi, quand je te disais que j'avais ouvert un truc de Pizzeria, ouais. pizza, de livraison de pizza, Ouais, je connaissais rien à la pizza. J'étais sur Google, bah, j'étais sur YouTube. Il y avait YouTube, oui. Après les forums, à l'époque c'était beaucoup les forums. Donc j'allais sur des forums de pizza et j'apprenais à faire des pizzas. Et on s'est lancé comme ça dans un petit local. Enfin voilà. Et le truc c'est que ouais, il faut vraiment, comme tu dis, il faut vraiment pas se trouver d'excuses. Surtout que cet argent-là qui va être mis au départ va certainement être mis pour rien parce que encore une fois le business va pivoter et il y aura d'autres choses. Ce qui est important de savoir, c'est on fait beaucoup d'assumption en français. ouais, ouais, On assume bien beaucoup sûr. de choses, pardon, voilà. On assume beaucoup de choses au départ, mais la plupart des choses qu'on assume, elles sont fausses. Donc, elles vont se révéler être fausses. Et ça, on peut le Bien savoir sûr. que quand on parle avec les clients, que quand on va vraiment au charbon, quoi. Donc, il faut d'abord aller au charbon, il faut d'abord aller essayer de vendre son. On, on peut même vendre un produit qu'on n'a pas. Il suffit de mettre, allez, on se donne par exemple, allez, 100 euros de ads sur Facebook avec une simple landing page pour dire je vends le service XYZ et on regarde s'il y a Absolument. des gens qui mettent leur nom et leur email. Si je dépense 100 Absolument. euros et qu'il y a personne qui met son nom et sur email dans un business qui n'existe pas, ils Bien sûr. mettront pas 100 euros dans un business qui existe dans tous les cas. Euh, Donc ça, c'est le absolument. fake it till you make it. Exact. On peut très faker une idée. Franchement, c'est pas très grave. Après, de toute façon, ces personnes-là, s'il y a des personnes qui ont laissé leur contact, on peut toujours les appeler, leur dire, bah voilà, ça va arriver dans 6 mois, dans 3 mois, c'est pas grave. Le principal, c'est d'apprendre, apprendre sur le terrain. C'est surtout ça. Et Bravo. pas Ouais, ouais, simplement je suis d'accord d'assumer des avec toi. choses, de dire, ah bah ça va marcher parce que X ou Y. Et un autre truc super important, excuse-moi Greg, je reprends encore un peu la parole, mais un autre Ouais, truc qui est ouais. super important, vraiment, le plus important, je pense, que j'ai pu apprendre dans cette période d'entrepreneuriat, c'est qu'il n'y a pas de business s'il n'y a pas de problème. Il faut absolument que votre business, peu importe ce que ça soit, c'est qu'il résout un problème. Il faut que la personne en face elle ait un problème. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de business. Ça, je pense que ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment très important. Et ça, je l'ai appris malheureusement au fur et à mesure du temps. J'aurais aimé qu'on me le dise dès le départ. Regarde vraiment ton problème. Sois sûr que ton problème, c'est vraiment un problème. Voilà. Absolument, absolument. Et du coup, donc la deuxième question, c'était pour toi aujourd'hui, quelle est la définition du succès? Alors la définition du succès, comme moi je la vois, ça serait quand même de pouvoir être voilà financièrement indépendant. Voilà, ça c'est pour moi ma définition du succès. Après, comme tu disais tout à l'heure, moi je suis toujours encore dans les montagnes russes, comme je disais un petit peu en haut, en bas, en haut, en bas. Personnellement, je me considère pas, voilà, je considère pas encore que je suis successful. Je pense que j'ai eu effectivement des succès. J'ai eu plus d'échecs que de succès pour le moment. Mais c'est aussi, par contre, ce qui m'a permis d'apprendre et apprendre et apprendre et apprendre et apprendre plein de choses. Donc ça, le fait d'apprendre, effectivement, c'est un succès. Maintenant, le succès, le terme générique succès, c'est vraiment d'être voilà, d'être financièrement indépendant, d'avoir pu monter, par exemple, une entreprise, voilà, qu'elle tourne, de pouvoir voilà, de pouvoir avoir quelque chose qui tourne tout seul et qu'on a bien géré et être financièrement indépendant. C'est pas encore mon cas.
J'y travaille. Par contre, je désespère pas. Je suis sûr que ça va fonctionner. Là, je sais que je suis très bien entouré dans cette nouvelle aventure. Et ça, c'est important parce que c'était la première chose que j'avais regardé, c'était de m'entourer correctement. Donc, encore une fois, on apprend, on apprend, on apprend, on apprend. Et l'apprentissage sur le terrain comme ça prend du temps. Donc, ça fait 15 ans que j'apprends. Et là, je pense que vraiment, je sais ce qui est important pour moi. D'être bien entouré, voilà, je sais comment gérer maintenant l'entrepreneuriat aussi. Donc voilà, ça sera Ok, mon dernier mot. ok. Ok, bah écoute, merci infiniment Samuel. Ton histoire va, je pense, inspirer plus d'une personne. C'était un vrai plaisir de J'espère. t'écouter et de découvrir les coulisses de ton parcours avec les moments forts, les virages inattendus et puis toute l'énergie que tu mets. Pour ceux qui nous écoutent et qui aimeraient te suivre, te contacter ou en savoir plus peut-être sur ton travail, où est-ce qu'on peut te retrouver? Tu réponds sur les messages sur Instagram, LinkedIn, par email. Sur LinkedIn, simplement, voilà, Samuel Coisé sur LinkedIn, c'est mon prénom, mon nom. Ok, ok. Samuel Bah, on va Coisé mettre sur tous les LinkedIn, vous liens. pouvez le trouver. Ouais, on va mettre le lien en description du podcast. Donc, Parfait, n'hésitez pas à aller super. parler à Samuel, découvrir son travail, son univers et peut-être même bah, collaborer avec lui. Hein. Avant Avec de se plaisir. quitter, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Du succès, on en parlait tout à l'heure. Génial. Écoute, super. Merci à tous, vous qui écoutez Business Legend. Si cet épisode du coup vous a plu, pensez à vous abonner, à partager autour de vous et à laisser un petit commentaire ou une note via les plateformes d'écoute de podcast. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle histoire, un nouveau parcours et une nouvelle légende. À bientôt. Merci. Merci, Merci Grégory.